Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle invitation au voyage. J'espère que vous êtes prêts à prendre votre bol de dépaysement quotidien. Parce que comme tous les jours, on part découvrir le monde en 3 étapes. Et aujourd'hui, ça sera la Russie, le nord de la France et la Sardaigne. Dans le golfe d'Oristano, il y a 2 grandes tours qui montent la garde. Mais la meilleure protectrice de l'île, c'est une femme. Elle va relever des défis incroyables pour l'époque. Je vous raconterai son histoire dans l'incontournable. À Calais, là on fera dans la dentelle. La raffinée, l'élégante, la délicate. Cette étoffe incarne une certaine idée du luxe, et pourtant son histoire commence dans les cales des navires de contrebande. Et sur les côtes de la Manche, les ouvriers aux mains d'or perpétuent 2 siècles de savoir-faire. On en tissera les fils dans l'héritage. Mais tout de suite, on décolle pour la Russie, avec un géant de la littérature, Tolstoï, l'auteur de Guerre et paix ou d'Anna Karénine. Le Moscou de la passion, le Saint-Pétersbourg de la chute amoureuse et la campagne si chère à l'écrivain, voilà ce qui nous attend. Plus qu'un voyage, c'est une plongée dans la Russie de tous les excès. Dans l'imaginaire romantique du 19e siècle, la Russie n'est pas une, mais multiple. Il y a Saint-Pétersbourg, la ville du pouvoir, avec son architecture à l'occidentale. Il y a Moscou, la slave, avec ses églises à bulbes et ses vieilles demeures traditionnelles. Il y a surtout l'immense Russie rurale, mystérieuse et paysanne, où se cache, proche de la nature, l'âme profonde d'un peuple. Alors que le servage vient d'être aboli et que la société est en crise, nul n'a mieux exploré ces 3 Russies que le romancier Léon Tolstoï dans son chef-d'œuvre Anna Karénine. Car Anna Karénine n'est pas seulement l'histoire d'amour tumultueuse d'une jeune femme de l'aristocratie pétersbourgeoise, Anna, et de son amant, l'officier Vronsky. C'est aussi à un voyage initiatique que Tolstoï nous convie. À Saint-Pétersbourg, à Moscou, et enfin à la campagne, près de Toula. En suivant le destin de 3 couples de l'aristocratie, Tolstoï s'interroge sur le sens d'une vie authentique et nous offre une peinture complète de la Russie de son temps, comme un dernier inventaire avant liquidation. À Saint-Pétersbourg, sur la rive gauche de la Neva, entre le palais d'hiver et la cathédrale Saint-Isaac, les anciens ministères voisinent avec les façades à colonnes des demeures princières. C'est ici que se noue l'intrigue entre la belle Anna, épouse du haut fonctionnaire Karénine, et le jeune officier Alexis Vronsky. Nous nous trouvons précisément au cœur de la ville, là où vivaient les grandes familles, les hauts fonctionnaires, là où étaient installées les grandes administrations qui décidaient du sort de ces paysans qui permettaient à l'élite de jouir d'une vie brillante. Il y a cette cathédrale magnifique et ce parc qui accueille de nombreux amoureux. À Saint-Pétersbourg, il existe de nombreux endroits où l'on peut retrouver l'atmosphère dont s'est inspiré Tolstoï pour son roman. Il a tenté d'y décrire l'esprit de la ville, si sophistiqué et si cruel. Capitale de l'Empire et résidence du Tsar, Saint-Pétersbourg est une ville pétillante et frivole, où la vie mondaine bat son plein. Place Saint-Isaac, à l'ombre de la statue de Nicolas Ier, les élégantes promeneuses se retrouvent dans les grands hôtels du quartier à l'heure du thé.
Ici, à l'hôtel Astoria, on peut se sentir un peu comme un personnage du 19e siècle. On peut expérimenter cette beauté, ce silence, ce calme que l'on ressent quand on n'est pas pressé. À Pétersbourg, les gens du grand monde se connaissent tous et ne frayent guère qu'entre eux. Cependant, pour fermée qu'elle soit, cette société a ses clans. Madame Karénine avait ses entrées dans 3 d'entre eux. Pour survivre dans ce monde des apparences, il faut se conformer aux lois non écrites qui régissent la vie quotidienne. Il y avait tellement de règles et d'interdits. Par exemple, on ne pouvait pas toucher la peau directement, sauf à travers des gants. On ne pouvait pas se regarder droit dans les yeux, et ainsi de suite. Je pense que cela poussait les gens à briser les interdits. C'est toujours comme ça. Le fruit défendu est le plus désirable. On envoyait des fleurs où l'on glissait des messages. On se voyait lors des bals. On échangeait des regards, on s'effleurait, on s'isolait un peu à l'écart, on discutait, la passion s'éveillait et le tour était joué. Tout le monde avait des liaisons, mais on les cachait habilement derrière un masque d'hypocrisie. Car lorsqu'on les affiche au grand jour, les passions adultères sont condamnées par la société. Dès lors, Saint-Pétersbourg, la brillante, devient un piège qui ne tarde pas à se refermer sur la belle Anna. À cette capitale mensongère, Tolstoï oppose la vérité de Moscou 700 km plus loin. À l'ombre de l'église Saint-Nicolas des Tisserands, dans le quartier où vivait l'écrivain, le cœur de la Sainte Russie vibre toujours avec ferveur. Dans le roman, c'est dans ce quartier de l'ouest de Moscou que vivent Stepan Oblonsky et son épouse Dolly. Une famille qui appartient, comme les Tolstoï, à cette noblesse moscovite jalouse de ses traditions et de son indépendance. À Moscou, dans le roman, les gens sont plus ouverts, plus généreux et peuvent se permettre de vivre selon leurs propres règles. Pour Tolstoï, Moscou était plus originale et plus extravagante que Pétersbourg. Ce n'était pas une ville monolithique, plutôt un ensemble de villages. Les maisons étaient disposées librement et entourées de jardins. L'atmosphère de la maison du couple Oblonsky n'est pas très différente de celle de la maison de bois où Tolstoï s'est installé, rue Ramovniki. Stepan Arkadievitch comptait la moitié de Moscou et de Pétersbourg dans sa parenté ou dans ses relations. Il était né parmi les puissants de ce monde, ceux d'aujourd'hui comme ceux de demain. Ce que Tolstoï, comme les Oblonsky, apprécie à Moscou, c'est le mode de vie patriarcal, toujours à l'honneur dans la noblesse. Ici, la simplicité est de mise et l'hospitalité reste la valeur suprême. Il y avait ce qu'on appelait des jours fixes. Ces jours-là, n'importe qui, même s'il n'avait pas été invité, pouvait venir déjeuner. C'est pourquoi il y a une table dressée dans le salon pour les repas d'une grande famille et pour servir le thé aux invités. La maison d'Oblonsky, dans le roman, était sans doute plus luxueuse et plus grande. Apprécié de tous, Oblonsky est un personnage truculent qui croque la vie à pleines dents, même si cet amateur d'actrices et de dîner fin fait le désespoir de sa femme.
Tolstoï ne prenait jamais directement pour modèle les gens qu'il rencontrait, même si de nombreux aristocrates et amis de Tolstoï étaient prêts à tout pour se retrouver dans ses livres. Naturellement, pour ces personnages, il s'inspirait de connaissances diverses. Il cherchait à peindre l'aristocratie moscovite. Mais pour le romancier, désireux d'harmoniser la morale et la vie, Moscou n'est pas encore assez authentique. Car dans Anna Karénine, il existe un troisième couple. Celui que forment Konstantin Levin, véritable double de Tolstoï, et son épouse, Kitty. Le domaine où ils vivent, Pokrovskoye, ressemble à s'y méprendre à la propriété familiale de Tolstoï. Yasnaya Poliana, dans la province de Tula, à 250 km au sud de Moscou. Lorsqu'il s'est marié, Tolstoï a proposé à Sophie, sa femme, de partir en voyage de noces ou bien de s'installer à la campagne. Elle a choisi la campagne, ce qui a absolument ravi Tolstoï. Les héros du roman, Konstantin Levin et Kitty, font le même choix. À Pokrovskoye, Levin se passionne pour l'agronomie et cherche à améliorer la condition des paysans qui l'entourent. Yasnaya Poliana était un grand domaine agricole à l'époque de Léon Tolstoï. Il couvrait 1200 hectares. Comme n'importe quel domaine, il y avait la partie principale avec la maison de la famille et une maison d'hôtes où Tolstoï a ouvert une école pour les enfants des paysans. Il y avait également la partie ferme qui comprenait les écuries, les poulaillers, les étables et la maison des serviteurs. Dans Anna Karénine, Léon Tolstoï brosse un tableau inoubliable des dernières années de cette paysannerie russe de toujours que l'histoire s'apprête à emporter. Un témoignage qui doit beaucoup à son quotidien dans cette demeure, à son image. La maison ne fait qu'un avec la nature et le domaine. Parfois, le soir, Tolstoï jouait du piano et écoutait les rossignols qui chantaient avec lui. Il y prenait beaucoup de plaisir. Transformé en musée 11 ans après la mort de l'écrivain, le domaine a traversé sans dommage l'histoire mouvementée de la Russie. Ici, il y a des haltères que Tolstoï utilisait pour faire de la gymnastique le matin. Il a d'ailleurs fait du sport toute sa vie. Dans sa jeunesse, il faisait de la gymnastique en utilisant un poids de 80 kilos. Il était aussi musclé que le héros de son roman, Konstantin Levin. En lisant le roman et en se promenant dans Yasnaya Poliana, on peut reconnaître de nombreux endroits. Le rucher, le pré Kalinovi, la rivière Vorunka, ainsi que la terrasse où Konstantin Levin et ses invités boivent le thé. Le vieux avançait à grande foulée régulière, menant sa faux d'un geste souple et rythmé qui semblait ne lui coûter aucun effort. À voir ses fauches larges et précises, on eût dit que la faux tranchait d'elle-même dans l'herbe grasse et que l'homme la suivait, les bras ballants. Le rapport de Léon Tolstoï aux paysans était très différent de celui de la plupart des propriétaires terriens de l'époque. Il ne les considérait pas comme des esclaves et des êtres insignifiants. Il les voyait comme ses égaux. Pour lui, vivre auprès des paysans et travailler avec eux, ce n'était ni humiliant ni risible. C'était juste. C'était la réalisation d'une vie authentique. Les familles heureuses se ressemblent toutes. Les familles malheureuses
sont malheureuses, chacune à leur façon. Anna Karénine n'a eu qu'un seul amant. Bon, on ne peut pas en dire autant de la tsarine, hein, Catherine II. Elle en aurait eu 1000, enfin selon la légende. Sans compter les objets curieux qui ont été retrouvés dans ses appartements. C'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. Les mauvaises langues racontent qu'elle serait morte à 67 ans, le 17 novembre 1796, épuisée par une bête bien montée. Pour ses détracteurs, Catherine II de Russie décède après avoir copulé avec l'un de ses chevaux. Les médecins ont beau évoquer une crise d'apoplexie, on retiendra bien plus la légende. Qu'importe si Catherine II est aussi une intellectuelle qui lit Tacite et Machiavel, correspond avec Voltaire et investit dans l'art. Les 4000 tableaux qu'elle a achetés constituent aujourd'hui le fond du musée de l'Ermitage. Qu'importe encore qu'elle ait sous son règne largement étendu la superficie de son empire, elle est la femme qui a fait la grandeur de la Russie. Pourtant, l'histoire ne retient que son incroyable appétit sexuel. Dans ses mémoires, Catherine II évoque sans détour ce qu'elle appelle sa soif insatiable de délices et de volupté. Les mauvaises langues, ou les jaloux, lui attribuent 1000 amants. On lui en connaît officiellement 21, ce qui est déjà pas mal. Parmi eux, le roi de Pologne, Stanislas Poniatowski, ou encore Alexeï Orlov, soupçonné d'avoir étranglé Pierre III, le mari de Catherine, et elle tombe bien cette mort. Elle permet à Catherine de régner absolument seule sur toute la Russie. À cette longue liste, il faut ajouter le militaire Grigori Potemkin. Un beau gosse de 10 ans son cadet, bâti comme un colosse, un troufion qui finit vice-ministre et prince du Saint-Empire, car Catherine récompense les hommes qui savent se donner. Prince donc, mais aussi rabatteur. L'une de ses tâches, c'est de choisir les soldats de la garde personnelle de sa Catherine, soldats qui eux aussi n'hésitent pas à donner de leur personne. Mais le plus coquinou, c'est ce cabinet érotique qu'elle aurait fait aménager dans sa résidence à côté de Saint-Pétersbourg, avec un mobilier sans équivoque, une table, pour le coup, bien dressée, ou encore ces fauteuils qui ne sont pas qu'une invitation à s'asseoir. Un bel ouvrage réalisé par des ébénistes qui travaillent d'habitude pour les églises, comme quoi, si les voies du Seigneur sont impénétrables, elles peuvent parfois être pénétrantes. Invitation Voyage, c'est tous les jours le monde en 3 destinations inédites. Et c'est au nord de la France qu'on se retrouve maintenant, à Calais. La ville a quasiment été dessinée par cette étoffe. La dentelle de Calais est une bâtisseuse et c'est l'héritage. Dans le nord de la France, depuis plus de 200 ans, des hommes et des femmes tissent, enroulent, plient et brodent la plus délicate des étoffes, la dentelle. L'histoire de ce tissu d'exception, symbole de luxe et d'élégance, a façonné les paysages urbains, du simple habitat ouvrier aux monumentales usines en briques. Dans les villes de Calais et de Caudry, la dentelle a apporté la prospérité et donné ses lettres de noblesse à ces territoires. Aujourd'hui, des centaines d'ouvriers sont fiers de perpétuer une tradition ancestrale sur d'impressionnantes machines d'époque aux mâchoires d'acier. Il y a le toucher de la matière quand c'est fini, quand c'est bien plat, bien lisse. Et c'est vrai que quand c'est fini, c'est un très beau dessin. Dans le métier de la dentelle, dans le temps, c'était que famille. Famille, amis. Ça veut dire que les parents, ils travaillaient, les fils ou les filles derrière, ils suivaient. On n'apprenait même pas à l'école, on allait sur le top, et c'est là qu'ils nous formaient. Et ça a toujours été un chemin comme ça. Ce métier-là, j'adore. J'en suis fou, et je resterai toujours dedans, quoi. Un savoir-faire historique, profondément ancré dans ce territoire du Nord, qui n'aurait jamais vu le jour sans l'audace et la témérité d'un Anglais nommé Robert Webster. Tout commence sur les plages de Calais, face aux côtes britanniques au début du 19e siècle. Du fait de sa position géographique, Calais a longtemps été un partenaire commercial privilégié de l'Angleterre. Mais en 1806,
Napoléon, en guerre contre la couronne britannique, impose un blocus à l'Angleterre. Avec le blocus, il n'est plus question d'avoir un commerce normal. On va avoir le développement de ce commerce parallèle que l'on va appeler le smuggling, puisque smuggle en anglais veut dire faire de la contrebande. Et ici, dans le détroit particulièrement, on va avoir donc des bateaux très très rapides qui vont faire de la contrebande, mais dans les deux sens. Tabac, alcool, le commerce clandestin est florissant. Une étoffe est particulièrement convoitée par les Français, le tulle de Nottingham. On peut parler d'une véritable anglomanie. Ce tulle donc transparent va être quelque chose de très très prisé en France. Et les tulles fabriqués en Angleterre, tulles mécaniques, puisque c'est en Angleterre que ça va démarrer, arrivent très très vite en France. Et donc, comme c'est interdit, ça arrive en fraude. Mais en Angleterre, une crise sociale majeure bouleverse le cours de l'histoire. En 1815, une surproduction de tulle met au chômage les ouvriers qui se révoltent en cassant les métiers à tisser. Pour préserver ses outils de travail, un fabricant anglais, Robert Webster, décide de les exporter de l'autre côté de la Manche, en France. Une idée simple, mais totalement interdite, car en pleine révolution industrielle, l'Angleterre protège farouchement ses brevets. Il va décider de braver cet interdit, puisque l'exportation de métiers est même frappée de peine de mort. Et il décide de démonter des métiers et de les mettre sur ces fameux bateaux que l'on appelle des smugglers. Les douaniers surveillent, toute la côte est longée par le sentier des douaniers. C'est au péril de sa vie. Et il va venir avec des premiers métiers pour démarrer une fabrication en France. Donc il vient non seulement lui-même, mais il vient avec ses ouvriers. C'est l'un des quartiers de Calais qui va porter la suite de l'épopée de Webster. Saint-Pierre. À l'époque, ce quartier n'est qu'un gros bourg qui vit essentiellement de la pêche. Le savoir-faire de Webster y passe presque inaperçu. Au départ, la population calaisienne et même les autorités ne sont pas conscientes de ce que va représenter cette arrivée des premiers métiers. Donc on va avoir les métiers qui vont arriver et qui vont être placés tout simplement dans les maisons, les caves ou sous un auvent dans la cour. Ce sont encore des métiers de petite taille, activés à bras. Et donc, on va avoir une implication progressive d'une partie de la population qui jusque-là était orientée vers la pêche et qui va se consacrer à cette nouvelle activité. Une nouvelle activité dont s'emparent les Calaisiens, jusqu'à concurrencer les entreprises de Robert Webster et de ses compatriotes anglais. Mais ce qui va faire de Calais une capitale industrielle, c'est l'intervention d'un ingénieur français, Jacquard, qui transforme le métier à tulle en métier à tisser la dentelle. À la moitié du 19e siècle, la dentelle mécanique entre dans une ère nouvelle, dont l'un des derniers vestiges se cache derrière une façade moderne. Alors nous sommes ici dans le bâtiment de l'ancienne usine qui était appelée l'usine Boulard, qui est l'une des plus grandes usines de dentelle à Calais. C'est un bâtiment vraiment très représentatif de toute une génération d'établissements qui étaient des groupements de producteurs de dentelle. Et à l'intérieur de ce bâtiment, il n'y avait pas seulement un producteur, mais il y avait un propriétaire qui louait à une multitude de petits propriétaires de métiers qui avaient une production, leurs propres employés et qui louaient des espaces, en fait des largeurs de baies vitrées, derrière ces murs. Pour les habitants de Calais, cette cathédrale industrielle concentre l'âme de la ville et de ses ouvriers. On voit que ça a beau être un bâtiment qui n'était pas fait pour être soigné et luxueux, c'est un bâtiment très fonctionnel, il n'empêche qu'on en trouve les signes qui veulent donner de la majesté à ces grands bâtiments de production qui sont vraiment un signe de prospérité pour une ville. Donc l'usinier qui le construit veut lui donner des lettres de noblesse. On va retrouver des éléments architecturaux qui sont plutôt propres au château et on est vraiment dans la phase où l'on parle des châteaux de l'industrie.
Les coursives sont destinées à ce que chaque employé puisse rejoindre la zone de son patron. Les tourelles permettent d'accéder et d'abriter les escaliers et les coursives extérieures permettent à chacun de ne pas aller dans l'unité de production du patron voisin et de cacher, préserver les secrets industriels de fabrication de la dentelle. C'est un savoir-faire oral qui se transmet vraiment au cœur et au secret des ateliers. Donc il est très important que les secrets ne circulent pas. Aujourd'hui transformée en musée, la majestueuse usine Boulard a conservé dans ses collections la mémoire du travail des ouvriers de la dentelle. La précieuse étoffe a, depuis la mécanisation, accompagné la grande histoire. Au milieu du 19e siècle, avec la révolution industrielle et le développement de la bourgeoisie, la dentelle s'impose sur les tenues des femmes qui entendent montrer leur réussite sociale. C'est un modèle bourgeois qui s'est installé, qui s'éloigne peu à peu du modèle aristocratique tout en cherchant toujours à en reprendre certains codes. Donc au milieu du 19e siècle, on recherche de grands métrages de dentelle. La silhouette est assez développée avec le jupon très large, de grands métrages de dentelle sur les épaules. Et enfin, la mécanisation a réussi, est parvenue à atteindre le même niveau de perfection que la dentelle à la main. Nous sommes devant un grand châle du 19e siècle, la période Second Empire. Vous avez ici ce grand motif floral comme un bouquet champêtre et qui vient contraster avec cette partie beaucoup plus chargée, presque inspirée des décors architecturaux, des décors peints avec des palmettes, des cartouches, des volutes. Et vous voyez entre deux, évidemment, ce réseau de tulle extrêmement fin et léger qui est quasi transparent et qui permet de faire ressortir les motifs et de donner l'impression d'avoir comme une forme de dessin flottant par-dessus la robe que portait la femme au-dessous. Au fil des décennies, la dentelle s'impose comme une étoffe incontournable de la mode féminine. Elle fera de Calais sa capitale mondiale. La ville comptera jusqu'à 40 000 ouvriers travaillant dans ses usines. Un âge d'or qui a apporté à la ville une prospérité dont on peut encore admirer certains signes comme les maisons de maître aux beaux windows. À la fin du 19e siècle, Calais connaît un tel essor qu'il faut penser à construire de nouvelles usines hors de la ville. Les fabricants de dentelles jettent leur dévolu sur Caudry, dans le département voisin du Nord, à 150 km de Calais. Ici, dans la campagne caudrésienne, on avait cultivé une spécialité de faire des battistes, de tisser les battistes à la main avec des tissus donc de coton ou de lin très fins, des fils de coton ou de lin très fins. Et il faut une grande dextérité. Donc ils se sont dit, tiens, dans cette région, dans cette campagne, autour de Caudry, il y a ce savoir-faire déjà existant et ça pourrait être une bonne base pour finalement s'installer. Dans cette usine de Caudry, le savoir-faire est un trésor que l'on se transmet de père en fils depuis 3 générations, jusqu'à un certain degré de perfection. C'est une illusion, la dentelle, c'est-à-dire c'est l'illusion que les fils dessinent des motifs. En réalité, les fils avancent toujours, les fils travaillent pour représenter quelque chose. Le talent du fabricant, c'est justement d'arriver à quelque chose qui apparaît comme tout à fait naturel, qui est une ombre portée avec toute cette magie de la transparence et du plein et du vide, etc. Et qui est en fait le travail de l'homme. Voilà, cette particularité d'une esquisse bien équilibrée. L'esquisse la mieux partagée de Caudry s'est affichée lors d'un célèbre mariage royal. Une image que Robert Webster, qui avait lui-même introduit les premiers métiers à tisser en France, n'aurait sans doute jamais imaginé. Je crois que toute la ville est extrêmement fière d'avoir participé au mariage du 29 avril 2011, mariage de
Kate Middleton qui a fait tant de bruit dans le monde avec ses 2 milliards de téléspectateurs. Et effectivement, sur le décolleté de Kate Middleton, on voit clairement donc, ce motif de ce dessin qui a été utilisé par Sarah Burton pour Alexander McQueen à l'époque. Un motif très délicat, classique, avec une écaille très remarquable, très unique. Voilà, avec ces petits cœurs qui viennent en arc finir le produit et ces petits bouquets de fleurs. Voilà, une dentelle qui nous a beaucoup donné d'émotion. C'est quelque chose d'inattendu qui sort de l'anonymat, les petites mains de la haute couture et des tapis rouges. Ces matières luxueuses, extraordinaires, elles ne sortent pas du chapeau. Il y a derrière, effectivement, un certain nombre d'acteurs qui sont toujours des gens libres et indépendants dans leur territoire d'origine, qui continuent de porter voilà, des nobles histoires. Voilà. Évidemment, on aurait bien aimé vous ramener un petit bout de la robe de mariée de Kate Middleton, mais sa dentelle à elle est mieux gardée que les bijoux de la couronne. Allez, un petit tour en Sardaigne maintenant, est-ce que ça vous dit? Dans le golfe d'Oristano, nous allons rencontrer une femme qui a fait plier une société patriarcale. C'est l'incontournable. Sur la côte ouest de la Sardaigne, les plages du golfe d'Oristano se souviennent d'une lointaine époque. Celle où les Phéniciens érigèrent le site Taros, dont les colonnes offrent une vue imprenable sur la Méditerranée. Dans l'arrière-pays, des villages aux couleurs ocre ponctuent un paysage resté sauvage. La ville d'Oristano, siège du pouvoir sarde durant près de 4 siècles au Moyen-Âge, compte encore quelques châteaux de cette époque faste qui se visitent loin des foules. Incontournable golfe d'Oristano qui cache une toute autre histoire. Celle d'une femme au caractère bien trempé, pionnière de l'engagement féministe. Au Moyen-Âge, la Sardaigne est gérée par ce qu'on appelle les judicats. À la tête de l'île, pas de monarque, mais différents juges, ayant chacun en charge un bout du territoire. L'île est divisée en 4 judicats, Cagliari, Logudoro, Gallura et Arborea. Olivetta Schiena est professeure d'histoire médiévale. Elle nous replonge au XIVe siècle. Arborea, le plus puissant des judicats, est alors sous l'égide de Mariano IV. Le judicat d'Arborea reposait sur une économie de type agricole pastoral. Au Moyen-Âge, et jusqu'à encore récemment, l'histoire de notre île était caractérisée par la lutte entre les bergers et les paysans. Mais il y avait une différence notable entre les serfs du judicat et ceux du reste de l'Europe. Le serf, en Sardaigne, avait une personnalité juridique, donc ce n'était pas un esclave. Cette administration moderne ne sied pas au royaume d'Aragon qui souhaite étendre son emprise sur la Sardaigne et reprendre ses pouvoirs au judicat. Larvé depuis des décennies, le conflit éclate après la mort du juge sarde Mariano IV, en 1375. Son fils héritier est assassiné. Il fut tué avec sa fille. Sa mort et celle de sa descendance montrent donc une volonté d'éteindre sa lignée, car les femmes à l'époque pouvaient devenir juges. Suite au crime, le judicat d'Arborea rappelle la fille de Mariano IV, Eleonora d'Arborea, qui réside alors à Gênes avec son mari. Elle accède au poste suprême en 1383, comme titulaire, jusqu'à la majorité de ses fils. En 1384, son mari, qui est commerçant, se trouve à Barcelone et il est fait prisonnier. Elle se retrouve seule à assumer les décisions gouvernementales. Loin de baisser les bras, Eleonora s'attaque immédiatement à une réforme totale de l'administration judiciaire. Elle s'entoure de juristes pour poursuivre l'œuvre entamée par son père et réorganiser le code civil de l'époque, la Carta di Logu. Ses premières mesures sont écologiques.
C'est pratiquement l'équivalent de ce qui aujourd'hui en Sardaigne est appelé la garde forestière. Il existe encore dans cette région une race de faucon qu'on appelle le faucon d'Eleonora. Et c'est le même que celui dont parlent les documents du XIVe siècle. Mais l'œuvre principale d'Eleonora concerne la condition de la femme et ses droits matrimoniaux. Dans la Carta di Logu, la femme reste propriétaire des biens qu'elle a apportés en dot pour son mariage. Et la charte protège aussi les femmes de violences très graves, comme le viol. Ce texte protège aussi les droits de succession de la mère à ses enfants. Concernant les violences, les violeurs sont punis de manière exemplaire et le mariage réparateur est envisagé seulement si la femme y consent. Eleonora est emportée par la peste au début du XVe siècle. Sa Carta di Logu, elle, reste en vigueur jusqu'en 1827. La figure d'Eleonora va être dévoyée au XXe siècle, ses apports progressistes oubliés. La juge est réduite à une icône séductrice. Ce mythe romantique a servi en Sardaigne, comme dans d'autres régions italiennes, à un moment où il fallait récupérer la mémoire nationale pour donner une identité à l'île et à la République d'Arborea. Nous avons donc des tas de représentations de l'aspect physique d'Eleonora à cette époque qui exaltent sa beauté. Elle doit non seulement être brave, mais aussi extraordinaire, capable de gouverner comme le meilleur des hommes, mais aussi être agréable à regarder. Et l'une de ses représentations est cette statue sur la place, érigée en son honneur. Aujourd'hui pourtant, Eleonora est bien entrée au panthéon du féminisme italien. Il faudra attendre 1981 pour que l'Italie modifie la loi sur le crime d'honneur qui justifiait le meurtre d'une épouse infidèle. Et voilà, c'est en Sardaigne qu'on se quitte aujourd'hui. Mais on se retrouve dès demain pour 3 nouveaux voyages. D'ici là, vous pouvez nous demander des précisions sur les destinations qu'on vient d'effectuer. À l'inverse, vous pouvez aussi partager avec nous vos souvenirs d'expédition. Bis bald.